en tête de peloton. Il est à la chasse des fuyards et tout paraît bien se passer sur le plan médical pour l'instant. Donc pas de problème, pas de séquelles. A priori pas de séquelles, son genou était très douloureux, mais avec le pédalage, les douleurs s'estompent un peu, l'hématome est moins important et tout se passe bien pour lui actuellement. Voilà, j'espère que vous m'avez reçu car nous sommes dans une descente, Jean-René. Oui, Jean-Paul, nous vous avons reçu et nous avons parfaitement compris les informations données par le docteur Gérard Nicolet. Donc Laurent Jalabert est venu à la hauteur de la voiture du service médical. Cela se fait traditionnellement en fin de peloton pour faire donc soigner son genou. Alors Bernard Thévenet, il faudra, Bernard Thévenet bien sûr, que Laurent Jalabert soit très attentif durant toute la journée. Oui, il a l'air d'être très attentif. En plus, il est entouré d'une très bonne équipe. Simplement, on l'a vu parler avec un de ses coéquipiers. Il a l'air relativement décontracté. Donc, c'est un excellent signe. Signe que finalement, il n'a pas trop souffert du genou. Mais on l'a dit tout à l'heure, il faut être très vigilant les lendemains de chute. Parce que le corps est toujours meurtri. On n'est pas à 100% de ses moyens. Surtout, on a quelques difficultés à se concentrer parce qu'on a été fortement perturbé. Mais ici, l'équipe ONC assure un excellent travail. Il faut dire qu'elle est habituée. Depuis 2 ans environ, cette équipe ONC se donne les moyens de vraiment de cadenasser la course, de tenir la course en main. Donc nous retrouvons ici l'échappée, les 4 hommes échappés. Voilà les positions au classement général de ces différents coureurs. Le meilleur d'entre eux, vous le voyez, c'est le Danois Peter Meinert. Mais il n'est pas dangereux. Plus de 14 minutes au classement général, il ne représente pas un danger. Le ciel, vous le voyez, le ciel est gris, menaçant. Il y a du vent. Il y a du vent, tantôt favorable, tantôt défavorable. Bernard Thévenet, ces conditions météo qui jouent un rôle important. Oui, les conditions météo vont jouer un rôle aujourd'hui. Et d'ailleurs, elles ont joué un rôle hier puisque ce sont elles qui ont provoqué la chute de Laurent Jalabert. Et aujourd'hui, il y a du vent qui est assez difficile à manœuvrer. Il est assez difficile de manœuvrer avec ce vent parce qu'il vient une fois de la gauche, une fois de la droite, quelquefois de face. Et pour les coureurs, bien, ça pose quelques problèmes. Un petit peu moins pour les échappés lorsqu'il y a du vent qui tourne comme cela. On est un peu plus à l'aise à 4 qu'avec tout un peloton. Et puis le terrain également est relativement difficile. Il n'y a pas de grand col ici dans l'arrière-pays, mais énormément de petites côtes qui obligent à des changements de rythme et qui font mal aux jambes. Voilà la découverte de ce groupe d'échappés. Frédéric Pontier, qui est un jeune coureur. Voici Ermanno Brignoli de l'équipe Gévis. Et Mario Chiria, qui lui appartient à la formation Saeco, qui est l'équipe, bien sûr, de Mario Cipollini. Cipollini qui n'a pas encore gagné d'étape depuis le départ de ce Paris-Nice, ce qui constitue pour lui une déception, car c'est un des habitués des victoires dans Paris-Nice. Voilà, regardez Frédéric Pontier qui porte le dossard numéro 135. Frédéric Pontier de la formation Aubervilliers 93. Et les 4 hommes qui unissent parfaitement leurs efforts. Jean-Paul Thévenet, est-ce que vous avez une indication sur l'écart entre les 4 hommes de tête et le peloton? L'écart est exactement de 3 minutes. Il était tout à l'heure de 2 minutes 45. Il est remonté à 3 minutes alors que l'on vient de nous annoncer les abandons de Thierry Laurent et de Gilles Talmont. 3 minutes, dernier écart. Voilà, merci Jean-Paul. 3 minutes, Bernard Thévenet, c'est pour l'instant, 3 minutes pour l'instant, c'est insuffisant. Hein. Ah oui, pour l'instant, c'est insuffisant pour être assuré de la victoire. 3 minutes, c'est très bien. C'est effectivement insuffisant pour être assuré de la victoire. Alors qu'il y a une attaque ici. Attaque d'un coureur de la formation Aki JPM. Je pense qu'il s'agit d'Erwan Mantéour, le breton. Oui, c'est Erwan Mantéour qui a rejoint, il le courait l'an dernier en Belgique. Et il a rejoint cette année la formation Aki JPM, dont le siège social se trouve à Monaco. Alors que l'on voit là
grâce à Jean-Marc Léneret, à Tristan Nolin, France 3 Marseille, la SFP et TDF bien sûr. Nous voyons cette image, regardez la manière dont Erwan Manteour surgit sur la droite de la route. On a vu ce ralenti, ce plan de Laurent Jalabert qui se mettait en danseuse. Et puis Erwan Manteour qui vient donc de jaillir et qui est parti en contre et en solitaire et qui se trouve donc intercalé entre les 4 hommes de tête et le peloton. Ah, il y a assez rapidement, Bernard Thévenet, alors que je vois que vous m'entendez de nouveau, ce qui est une bonne nouvelle. Il a du caractère, hein, Erwan Manteour. Tout comme l'avait son frère. Son frère qui a gagné l'étape sur le Tour de France. Oui, à Rodez, il me semble. Il est jeune. Et qui est son frère et le nouveau recordman de l'heure de France. Oui, c'est ça, il a battu le record de France de l'heure, exact. 2,55, dernier écart entre les 4 hommes de tête et le groupe de Laurent Jalabert. Bernard Thévenet qui est toujours confronté, nous sommes toujours confrontés au même problème de son et surtout d'écoute depuis le début. Alors que vous voyez en incruste cette annonce qui peut vous permettre de jouer et de gagner en regardant ce reportage. Frédéric Pontier, Aubervilliers 93, dont le directeur sportif est Stéphane Javalet. C'est intéressant de s'attarder sur ce garçon. Frédéric Pontier qui aura 26 ans au mois de septembre prochain. C'est sa 3e saison chez les professionnels. Alors on se souvient que lors de sa première année pro, eh bien Frédéric Pontier avait gagné l'étape du Ventoux du Tour du Vaucluse, qui était une épreuve open. C'était une belle manière. C'est un garçon, un coureur très éclectique, qui est capable de briller sur plusieurs fronts. Voilà le groupe de tête avec Ermanno Brignoli de la formation Gewiss. Peter Meinert qui a pris le relais. Il appartient à lui à l'équipe allemande Télécom. Et donc Frédéric Pontier en 2e position. Je vous disais que Frédéric Pontier avait remporté une étape du Tour du Vaucluse Open. Mais il a également gagné l'an dernier une étape du Tour de l'Avenir. C'est un jeune coureur prometteur. Voilà Ermanno Brignoli, son leader Bobrick au sein de la formation Gewiss a abandonné. Il a donc toute liberté pour se glisser dans des échappées pour attaquer. Ça quand même une petite réserve auprès de ces hommes qui ont un peu plus de, je pense, 3 minutes d'avance maintenant, mais qui restent encore un petit peu sur la défensive et ne se connaissent peut-être pas assez bien les uns les autres pour vraiment se juger, s'estimer. Et pour l'instant, eh bien, ils veulent essayer d'emmener cette échappée le plus loin possible, mais ils ne savent pas encore très bien comment ils vont pouvoir s'y prendre à la fin pour remporter cette étape, parce que finalement, le but d'une échappée, c'est bien ça, c'est pas être échappé simplement pour être devant. Il faut surtout remporter l'étape, parce qu'il y a les copains qui font le travail derrière au sein du peloton. Et pour l'instant, eh bien, on roule, on essaye de faire vivre cette échappée, de la maintenir, mais tout en songeant à la façon dont on va pouvoir se débarrasser des autres au moment de l'arrivée. Le groupe de tête, les 4 hommes de tête emmenés par le Danois Peter Meinert. En 2e position, Frédéric Pontier. 3e position, Brignoli. Et c'est Mario Chiera qui ferme la marche dans ce groupe. Ce sont 4 coureurs, rappelons-le, qui ne présentent pas de danger
au niveau du classement général. Et ils ont obtenu ce que l'on appelle tout simplement un bon de sortie de la part de ces coureurs justement. Le classement général, vous le voyez, donc 47 secondes d'avance pour Laurent Jalabert sur Armstrong, une 10 sur Leblanc, une 15 sur Bormann, une 19 sur Vandenbroek. Malgré sa chute d'hier, Laurent Jalabert paraît à l'abri, à condition bien évidemment de tenir aujourd'hui. Rappelons qu'il y aura 2 étapes demain. Demain matin, une étape qui conduira les coureurs à Nice, et puis demain après-midi, un contre-la-montre de 19 km 500. On pense malgré tout, quand on revoit comme cela les écarts, on pense, Bernard Thévenet, que Laurent Jalabert est à l'abri. Oh oui, je pense que Laurent Jalabert est à l'abri avec une avance aussi conséquente, surtout sur Bormann, puisque tout le monde estime que Bormann sera demain le grand homme du contre-la-montre. Mais je ne pense pas que Jalabert risque grand-chose, parce qu'il est tout de même assez bon contre-la-montre, surtout dans les petites distances. Alors Jean-Paul Olivier sur la moto de direct. Oui, Jean-Paul. Oui, 3,35, donc le dernier écart entre les hommes de tête et le peloton Jalabert. Je ne vous parle pas des hommes intercalés, puisqu'il y a également parmi les hommes intercalés donc Andrea Perron que vous avez pu voir. Je voudrais simplement ajouter qu'au plateau de la Motte, au 38e kilomètre, au sprint bonification, il faut ajouter 1 seconde au crédit de Laurent Jalabert, ce qui fait 48 secondes maintenant, puisqu'il a terminé dans ce sprint en 3e position derrière Vandenbroek et derrière Schiandri. Il a donc pris une petite seconde supplémentaire de bonification. Voilà, nous sommes à Grasse. Merci Jean-Paul de ces précisions. Et c'est important car en fait, Laurent Jalabert, dans ce Paris-Nice, a réussi 2 coups de force. L'un à Chalvignac, l'autre au-dessus de Millau, au Causse Noire, gagnant chaque fois l'étape. Mais il a eu l'intelligence, en dehors de ces 2 étapes, de grappiller des secondes dans des sprints intermédiaires, dans des sprints d'arrivée, ce fut le cas avant-hier, dans des sprints intermédiaires encore hier, et aujourd'hui encore 7 secondes. Et il est bien évident que toute seconde gagnée conforte sa marge de sécurité en fonction du contre-la-montre de demain, dont on sait que le Britannique Chris Bormann serait a priori sur le papier le favori, car il s'agira d'un parcours tracé le long de la mer, un parcours extrêmement roulant. On peut dire de Laurent Jalabert qu'il a fait une course limpide, tactiquement tout à fait logique. Il sait que dans le contre-la-montre, il a un risque d'être battu par Bormann. Ça n'est pas certain à 100%, mais disons un peu plus de 50% quand même. Et comme il sait qu'il y a des risques face à Bormann, eh bien, il a essayé à chaque fois de grappiller un petit peu de temps sur Bormann, et même sur ses autres adversaires aussi. Et tout cela sans faire d'efforts démesurés. À chaque fois, il a fait un petit sprint où il a vraiment forcé dans les arrivées en altitude, mais finalement sur des temps relativement courts. Donc il n'a pas vraiment puisé dans les réserves. Ah, les écarts, Jean-René. Oui, les écarts. Erwan Manteour à 2,40. Le peloton Perron est donc, enfin Perron qui est aussi intercalé, qui est juste devant le peloton à 3 minutes. Et le peloton donc de Laurent Jalabert un tout petit peu plus loin. Jean-René Godard. Jean-Paul Olivier. Andrea Perron revient sur Erwan Manteour. Les 2 hommes n'ont plus que quelques, vous l'avez sans doute à l'image, n'ont plus que quelques mètres d'intervalle. Enfin, Andrea Perron revient donc sur Erwan Manteour. C'est pratiquement fait. Effectivement, nous allons dans quelques instants assister à cette jonction. Voilà Andrea Perron qui appartient à la formation Motorola, qui a été depuis le début de ce Paris-Nice l'un des coureurs les plus actifs de cette équipe, dont le leader est bien sûr l'Américain Lance Armstrong. Andrea Perron qui est donc sorti du peloton et qui a en point de mire maintenant Erwan Manteour. Et bien évidemment, Bernard Thévenet, pour Erwan Manteour, ce sera dans quelques instants un joli soupir de soulagement, car c'est ce qu'attendait probablement Erwan Manteour, c'est que quelqu'un vienne se joindre à lui, vienne l'aider, vienne le relayer. Oui, tout à fait. J'espère d'ailleurs que Erwan Manteour a été averti du retour de Perron. Ça a permis de récupérer un petit peu, et après surtout, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a du vent ici, et à 2, bien évidemment, c'est un avantage contre le vent. Et les 2 hommes peuvent espérer essayer de rejoindre la tête. Ce sera difficile, mais c'est encore possible s'ils s'entendent très bien. Jean-René. Voilà, la jonction est effectuée. Andrea Perron, Erwan Manteour. Et Andrea Perron s'est montré tout de suite extrêmement généreux, puisque vous le voyez, alors que c'est lui qui avait fait l'effort en sortant du peloton et en revenant sur l'homme intercalé,
eh bien Andrea Perron ne s'est pas mis dans la roue de Erwan Manteour. Il a tout de suite pris le relais. Et voilà les positions au classement général. Andrea Perron le mieux classé à donc 2,45. Et Erwan Manteour est à 14 minutes 18 secondes. Jean-René. Voilà les deux hommes de tête, alors que l'on voit actuellement Brignoli en directeur sportif, en discussion avec son directeur sportif. Brignoli qui appartient bien évidemment au groupe des 4 coureurs de tête. Rappelons que dans ce groupe de tête, il y a le Danois Peter Meinert, les Italiens Chiera et Brignoli et le Français Frédéric Pontier. Jean-René. Jean-René Godard. Voilà de nouveau Brignoli qui récupère du ravitaillement, en l'occurrence un bidon. Alors Jean-Paul, vous êtes sur la moto électrique, vous me confirmez Jean-Paul que nous sommes à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée? Eh bien écoutez, nous allons arriver à Grasse. C'est-à-dire que nous sommes effectivement à 40 km de l'arrivée, 41 km de l'arrivée. Et je vous confirme également l'écart qui est sensiblement le même que tout à l'heure, c'est-à-dire 2 minutes 35 pour Erwan Manteour et Andrea Perron, 2,35 et 3,30 sur la tête donc, du groupe Jalabert, 2,35 et 3,30. Merci Jean-Paul. Andrea Perron. Mais il n'arrange pas les affaires de Manteour finalement Perron, hein, parce que comme il est encore assez bien placé au classement général, ça va provoquer une réaction des coureurs de la l'AONC, des équipiers de Laurent Jalabert. Ça va faire augmenter l'allure du peloton et non seulement ça va gêner Manteour, mais ça va également gêner les 4 hommes de tête. Oui, d'ailleurs, si l'on regarde le classement général de Paris-Nice au terme de l'étape d'hier, au terme de l'étape Vitrolles-Saint-Tropez, on se rend compte que l'équipe Motorola réussit pour l'instant un excellent Paris-Nice, puisque Armstrong donc, est deuxième à 47 secondes, 48 maintenant grâce à la seconde de bonification gagnée par Laurent Jalabert. Mais parmi les 10 hommes de tête, il y a également Madouas qui est donc à 1,48, il est 8e, et Perron qui est 10e à 2,46. 3 coureurs de l'équipe Motorola dans les 10 premiers. Eh bien, Horowitz, le directeur sportif de l'équipe Motorola, a parfaitement joué le coup sur le plan tactique en faisant... Bon, bien évidemment, ça ne pouvait pas être Armstrong qui attaque, car si Armstrong avait bougé, Laurent Jalabert et ses équipiers auraient réagi dans la seconde. Mais il a fait attaquer celui qui est dans les 10 premiers, mais qui est le plus éloigné au classement général. Il s'agit bien sûr d'Andrea Perron. Alors que nous sommes revenus là sur les groupes des 4 coureurs de tête, emmenés par Frédéric Pontier. 4 coureurs qui sont assez finalement assez bien avantagés par le terrain, parce que il y a beaucoup de virages, de petites côtes, des changements de rythme, et lorsqu'on est à 4 échappés, on s'en sort un petit peu mieux que lorsque l'on est en peloton. Du moins on n'est pas désavantagé par rapport à la course en peloton. C'est un virage assez difficile à négocier. Heureusement aujourd'hui le temps est menaçant, mais il ne pleut pas, fort heureusement, parce que la fin de parcours est assez tortueuse, assez difficile. Et on peut voir ici que dans cette descente, il y a des petits écarts entre les coureurs. Voilà les 4 hommes de tête. Frédéric Pontier de la formation Aubervilliers Peugeot 93, c'est lui qui emmène le groupe. Il vient à l'instant d'être relayé. C'est la 3e saison de cette équipe d'Aubervilliers, qui avait été la première équipe que l'on appelait alors promotionnelle à ce moment-là. Et bien, il faut reconnaître que cette équipe d'Aubervilliers 93 va en s'améliorant chaque année. Elle amène un petit plus, elle est un petit peu plus à l'aise dans le peloton des grands. Et c'est une bonne récompense non seulement à leur travail, mais surtout à leur initiative, parce que au départ c'était quand même risqué. Ah, et voilà, on retrouve le peloton, et évidemment avec l'équipe Once en tête. Et Leonid Sparuzia
que l'on reconnaît très facilement. On reconnaît facilement déjà parce qu'il est un faciès reconnaissable, mais surtout parce qu'on le voit souvent en tête de peloton, Oui, oui. celui-là. Ah, c'est un guerrier, ce Denis Barriccia. C'est le mot qu'emploie Laurent Jalabert pour le qualifier. Ah, bah, évidemment, les coureurs de l'équipe ONC sont extrêmement motivés. Il leur reste combien? Allez, 140 km de course à faire. Alors, regardez Laurent Jalabert qui se ravitaille. Il n'a pas l'air inquiet. Hein. Non, non. Ce qui était le plus ennuyeux, c'était bien évidemment cette blessure au genou. Alors Laurent Jalabert, je vous l'expliquais tout à l'heure, s'est échauffé avant le départ. Il a également, vous avez vu, il a un pansement qui protège parfaitement ce genou, qui maintient également en permanence une certaine chaleur sur le genou, car en fait le traumatisme était au niveau de la rotule, ce qui est aussi très douloureux. Voilà Laurent Brochard, que l'on vient de voir, qui a été l'un des grands coureurs de ce Paris-Nice. Il est le leader du classement du meilleur grimpeur, Laurent Brochard. Chris Borman, le Britannique, deuxième de l'étape d'hier. T'as aucun problème. Hein. Voilà, nous découvrons la vie de ce peloton. Avec Luc Leblanc, qui est cette année le leader de la formation italienne Polti. Voici Bjarne Riis, là, que vous avez aperçu. Bjarne Riis qui porte. Voilà Bjarne Riis avec le 271. Il porte le maillot de champion du Danemark. Il a été lui aussi l'objet d'un transfert important durant l'intersaison. Il a quitté l'équipe Gewiss pour rejoindre la formation allemande Telekom. Alors, dans ce Paris-Nice, Bjarne Riis n'est pas dans le coup pour la victoire finale, mais il a deux grands objectifs dans l'année. Bjarne Riis, il est 100e au classement général à 50 minutes. Il a deux grands objectifs dans l'année, le Tour de France, dont il a terminé 3e l'an dernier, et puis bien sûr le championnat du monde qui aura lieu en Suisse à Lugano au mois d'octobre. Voilà Frédéric Pontier. Frédéric Pontier qui assure le rythme. C'est bien de la part des coureurs d'Aubervilliers, bien de la part des coureurs de Stéphane Javalet de prendre des risques, d'attaquer. Ils ont raison. Frédéric Pontier, dont je vous parlais tout à l'heure des victoires d'étape dans le Tour du Vaucluse, dans le Tour de l'Avenir, mais il avait fait aussi, rappelons-nous, un très bon championnat de France l'an dernier. Il avait terminé 4e du championnat de France. C'est la plus mauvaise place, celle qui vous situe au pied du podium, mais enfin 4e du championnat de France. C'était le meilleur résultat obtenu dans un championnat national professionnel par l'équipe d'Aubervilliers depuis sa création. C'est 38 km et demi de l'arrivée. On ne sent pas une volonté féroce, une envie féroce là, dans cette échappée. Hein. Tout le monde reste un peu sur la réserve. Tout le monde voudrait bien que cette échappée aille au bout. Enfin, quand je dis tout le monde, les 4 coureurs de tête voudrait bien que cette échappée aille au bout, mais tout le monde veut en garder parce que chacun veut essayer de remporter l'étape. On a l'impression que c'est encore pour le moment, c'est Frédéric Pontier qui se livre le plus sans réserve. Tous les autres gardent un peu de cette réserve, on garde sous la pédale pour parler cyclistes. Il est vrai que beaucoup d'équipes n'ont pas encore remporté d'étape dans ce Paris-Nice et il ne faut surtout pas gâcher l'occasion. Mais malheureusement, là, c'est comme partout. Hein, il y en a 4, il y en a qu'un qui gagne en étape. Ce sera peut-être même pas un de ces 4-là si continue à s'observer de cette façon. Et c'est symptomatique. Les coureurs viennent déjà demander des renseignements, des consignes à leur directeur sportif parce qu'ils sont un petit peu indécis. Ils ne savent pas vraiment comment prendre cette course, comment faire évoluer cette échappée. Ouais, c'était Chirea là, qui était en discussion avec son directeur sportif. Antonio Salutini. Et voici le peloton. Francisco Cabello de l'équipe Kelmé, vainqueur d'étape sur le Tour de France. Regardez en même temps, peut-être découvrez-vous des nouveaux maillots. Vous avez vu le maillot Force Sud de Thierry Bourguignon. Voici Luc Leblanc, là sur la gauche. À côté de lui, il y a Borman, le maillot de l'équipe Mapei qui n'a pas changé.
Ah, il faut s'habituer comme ça en début de saison dans les premières courses. Et toujours la formation Once qui emmène l'allure. Là, c'est toujours Leanitz Barutia. Regardez le travail extraordinaire, l'abnégation de ce garçon qui ensuite, dans les derniers kilomètres, disparaît et souvent rentre comme il peut. Mais il ne regarde jamais les écarts au classement général, Leanitz Barutia. Ce qu'il sait, c'est que quand Laurent Jalabert rentre le soir à l'hôtel, il va vers lui et lui dit merci, tout simplement. C'est une chance, hein, lorsqu'on a un leader comme Laurent Jalabert, on fait le travail avec plaisir. Parce que si on fait bien son travail, on est presque sûr de passer à la caisse, entre guillemets, à la fin de l'épreuve. Mais non seulement passer à la caisse d'un point de vue financier, mais surtout également d'un point de vue mental, d'un point de vue honorifique, parce que gagner une course comme que Paris-Nice, gagner une étape du Tour de France et des choses comme ça, où là c'est dangereux, ici la route est mouillée. Oui, la chaussée est mouillée à certains endroits, il a plu à certains endroits. Et en plus il y a des petits trous, des plaques sur la chaussée. Surtout après ce qu'ont connu les coureurs hier, il y a quand même eu 2 chutes. Enfin des chutes à 2 moments, 2 endroits, et là maintenant les coureurs se méfient dès que la route est humide. Pas que maintenant ils sont équipés avec des pneus ou des boyaux aussi qui résistent très bien à l'humidité. Petite cassure là, Brignoli, Pontier est légèrement décroché, Chirea et Meinert, mais ils reviennent. Et à propos de chute et d'attitude, il est intéressant de parler de l'attitude du peloton hier. Quand Laurent Jalabert, à 65 km de l'arrivée, a été victime de cette chute extrêmement douloureuse, puisque le côté gauche de son visage a percuté un caniveau, et donc il a été également blessé au genou, eh bien, il y a eu dans un premier temps un émoi réel dans le peloton. Tout le monde, quand il y a une chute comme ça dans le peloton, tout le monde s'interroge toujours qui est tombé, qui est dans la chute. Bon, et là tout de suite, bien évidemment, le nom de Laurent Jalabert a fait le tour de ce peloton de Paris-Nice, et les coureurs du peloton n'ont pas accéléré. Ils ont établi en tête de peloton un tempo, ce qui a permis assez rapidement à Laurent Jalabert de revenir avec ses équipiers et ensuite de se faire soigner à l'arrière du peloton par le docteur Gérard Nicolet. C'est bien, c'est ce que l'on appelle tout simplement dans le sport la loyauté. Ouais, c'est la loyauté, le fair play ou le franc-jeu pour parler français. Je crois aussi c'est parce que les coureurs ont su rapidement que Jalabert avait été poussé, accroché par un autre coureur qui n'avait pas pu s'arrêter, que ce n'était donc pas un moment où il prenait des risques. Toujours l'équipe Once, mais il y a des coureurs Mapei qui viennent ici se mêler à la poursuite. Ou simplement ils veulent se rapprocher de la tête parce qu'ils sentent que le temps devient menaçant, ils ont peur de la pluie et tous les leaders essayent de se rapprocher de la tête du peloton dans ces cas-là. Parce qu'il est extrêmement difficile après de remonter si on est surpris par le terrain mouillé. Ouais. Voilà la tête du peloton emmenée par les coureurs de la formation Once de nouveau. Et juste derrière eux, en deuxième ligne, des coureurs de l'équipe Mapei, dont le leader sur ce Paris-Nice est bien évidemment Frank Van den Broek, le neveu de Jean-Luc, le directeur sportif de l'équipe Lotto. Alors nous allons de nouveau aller jeter un regard dans le peloton avec Jean-Paul Olivier sur la motométrise de France 2. Eh bien je viens de faire un chronométrage, donc un écart à la sortie de Pégomas. Les 4 hommes de tête possèdent 2 minutes d'avance sur les 2 hommes intercalés et 3 minutes 35. 3 minutes 35 sur le groupe Jalabert. Donc nous étions à la sortie de Pégomas, c'est-à-dire que nous sommes à 38 km maintenant de l'arrivée. Oui, un petit peu moins, oui. Il y a un petit peu de retard de la part du peloton de Paris-Nice. On peut penser que cela va s'atténuer dans le final, Beratemnet, car le final est extrêmement rapide. Ouais, de toute façon, le final sera rapide, hein, puisque... Carlo Bomans, regardez, Carlo Bomans qui a terminé 4e il y a 2 jours dans un sprint, ancien champion de Belgique. C'est lui qui vient de se placer en première position. Carlo Bomans qui est l'un des super équipier de l'équipe Mapei. Voilà le groupe des 4 hommes de tête où on n'a pas l'impression que l'entente règne très fort. Tout le monde se relève, tout le monde regarde, se retourne. C'est pas bon signe, c'est pour une échappée.
Alors on a quelques temps pour parler un peu de ces hommes qui sont tous des coureurs expérimentés. Disons que le moins expérimenté des quatre, en fait, c'est Frédéric Pontier de la formation Verbier 93. Bon, le Danois Peter Meinert aura 30 ans au mois de mai. Bon, c'est un bon coureur qui était par exemple l'année dernière 31e du Tour d'Espagne, 3e du championnat du Danemark, 19e du championnat du monde en Colombie. C'est un bon coureur, un solide coureur. Frédéric Pontier, que vous voyez à l'écran, je vous l'ai dit, vainqueur d'étape Tour du Vaucluse, Tour de l'Avenir, 4e du championnat de France. Brignoli, lui, bon, est un solide coureur italien, Armando Brignoli, qui a 28 ans, appartient à l'équipe Gevis, était 28e du Tour d'Espagne l'année dernière. Et le 4e, parmi les hommes de tête, eh bien, il s'agit bien sûr de Mario Chirea. Mais Mario Chirea est aussi un coureur expérimenté puisqu'il aura au mois d'août prochain 32 ans. Et l'année dernière, il était 102e du Tour d'Italie, 98e du Tour de France. Vous voyez, là, quand on regarde comme ça quelques lignes du palmarès de ces coureurs, eh bien, on se rend compte, et de loin, alors que Carlo Bomans fait toujours un gros travail en tête du peloton, on se rend compte que dans ce groupe de tête, Frédéric Pontier est de loin le plus jeune et le moins expérimenté. Les coureurs de la formation Mapei, Carlo Bomans, il y a également Ludwig Willems, et puis on commence à voir apparaître également les coéquipiers de Wilfried Nelissen, de l'équipe Lotto. Cela veut probablement dire, car il y a, vous le savez, dans l'équipe Mapei, la nouvelle terreur des pelotons, le Belge Tom Stils. Tom Stils, jeune coureur de 22 ans qui a été transféré de l'équipe Van Leren 2002 dans la formation Mapei et qui gagne depuis le début de cette année. Il a notamment gagné le fameux Edvolg, hein, qui est la classique d'ouverture de la saison belge. Et les coureurs de l'équipe Mapei travaillent dans les sprints pour Tom Stils et au classement général pour le jeune Frank Van den Broek. Quant aux coureurs de l'équipe Lotto, eux, ils travaillent bien évidemment pour Wilfried Nelissen, qui a gagné déjà une belle étape à Aubusson. Voici Abraham Olano. Ah ben regardez le champion du monde Abraham Olano. Et regardez bien, détaillez-le physiquement, vous vous rendrez compte qu'il a quelques kilos de trop. Et nous parlions avec Abraham il y a 2 jours, et il me disait, oh, allez, 3 kilos de trop. Mais bon, ce qui s'est passé est facilement compréhensible, hein. Après le championnat du monde en Colombie, Olano, qui est le premier champion du monde espagnol de l'histoire, a été énormément sollicité durant l'hiver. Et comme c'est un garçon gentil, sympa, alors qu'il y a Frank Van den Broek là, vous voyez, qui arrive à côté de lui. Et Abraham Olano donc a répondu à beaucoup de sollicitations. Et il est programmé en fait pour être en forme au Tour d'Italie et au Tour de France ensuite. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit trop fort trop tôt dans la saison, Bernard. Oui, et puis lorsqu'on parle de poids d'Olano, tout est relatif, hein, parce qu'il y a 2 ou 3 ans, Olano faisait, je crois, 12 ou 14 kilos de plus que son poids au moment du championnat du monde. Donc il a 3 kilos en trop, mais en réalité, il en a une douzaine en moins par rapport à il y a 3 ans. C'est que, évidemment, c'est par rapport à sa forme du mois d'octobre l'année dernière, il est un peu moins bien. Par rapport à il y a 2 ou 3 ans, il est vraiment beaucoup mieux. Il est vrai que les objectifs d'Olano sont un peu plus lointains et qu'il peut rester encore un petit moment avec son léger supplément de poids. Alors là, la phase de la course vient de changer, là, Jean-René. Oui, parce que ce n'est plus l'équipe Once, c'est l'équipe Mapei qui a pris les choses en main. Ce qu'on disait, Mapei Lotto. Oui, effectivement, vous avez dit tout à l'heure, je crois qu'il y a 2 raisons. La première, parce qu'il prépare le sprint pour Stils. Et puis la deuxième, c'est parce que ce sacré Perron les gêne bien, puisqu'il viendrait reprendre, il menace pour l'instant la place de 5e de Frank Van den Broek au classement général. Il y a donc plusieurs bonnes raisons pour cela. Et puis on se rend compte aussi du moment où une autre équipe vient aider là, on sait bien. Il y a plein d'autres équipes qui viennent également en tête. On voit maintenant les Lotto qui ont repris confiance en eux avec la victoire de Schmil hier. Alors les Lotto, bien sûr, roulent, ça c'est une certitude, pour Nelissen et éventuellement pour André Schmille. Schmille qui a été très présent parmi les 10 premiers, à 4 reprises parmi les 10 premiers dans les étapes de ce Paris-Nice avant de gagner donc hier l'étape de Saint-Tropez. Alors il est toujours intéressant dans une course, pour bien en comprendre la physionomie, le déroulement, il est toujours intéressant de regarder les classements dits annexes. Alors outre le classement du maillot blanc, le classement général, Laurent Jalabert étant bien sûr leader, en ce qui concerne le classement de la montagne, maillot bleu, c'est Laurent Brochard qui est premier. Laurent Brochard qui occupe donc la place de premier devant Jalabert et Armstrong. Et en ce qui concerne le classement par points, là c'est un maillot vert clair que porte le premier. Eh bien au classement général, c'est Laurent Jalabert qui est premier devant Armstrong et Frédéric Moncassin.
Notons encore, c'est intéressant, qu'au classement par équipe, eh bien c'est la formation Motorola qui est première devant l'équipe Once. Voilà des classements annexes que l'on ne voit pas toujours obligatoirement apparaître, mais qui pour les équipes sont très importants, car ils sont synonymes de motivation et puis de gains financiers. Les classements annexes ont toujours, je vais le dire souvent, mais je dirais même toujours une influence sur le déroulement de la course, bien sûr. Alors nous allons rejoindre Jean-Paul Olivier sur la moto-émettrice. Peut-être avez-vous, Jean-Paul, de nouveaux écarts? Oui, Jean-René, à la sortie de Mouansartou, je ne sais pas si vous me recevez bien. Je vous reçois parfaitement, Jean-Paul. Maintenant. À la sortie de Mouansartou, l'écart entre les hommes de tête et les deux coureurs intercalés était de 1 minute 45 secondes et 2 minutes 55 donc avec le groupe Jalabert. Il faut simplement noter qu'il y a quelques instants, Antonio Salutini, le directeur sportif de la formation Seiko, est venu demander à son coureur Mario Schiera de ne plus prendre les relais ou simplement de passer pour permettre le retour du groupe Jalabert dans lequel se trouve Cipollini, qui n'a pas encore, comme vous l'avez dit tout à l'heure, remporté une étape. Voilà le groupe de tête qui a... Bon, nous sommes dans une partie où il faut se mettre en danseuse, dans une côte, mais enfin, on voit bien, il suffit de regarder Bernard, on voit bien à l'œil nu que la motivation a disparu de ce groupe de tête, disons qu'ils sont maintenant en dedans, c'est clair. À partir du moment où un coureur ne roule plus, et on peut... bon, c'est regrettable, on doit respecter son choix tactique, après tout. Il ne veut pas prendre le risque d'arriver avec ses trois compagnons de peur de faire perdre la victoire d'étape à son équipe. Et à partir de là, eh bien, il faudra que ces hommes se séparent, il faudra qu'il y ait des attaques. Et je pense que, enfin, logiquement, il devrait y avoir des attaques parce qu'ils ne vont pas rouler à 3 là pour emmener Schirea. Ils aiment bien Schirea, mais pas à ce point-là quand même. Et là, eh bien, les hommes sont condamnés à fractionner cette échappée et à condition encore de se séparer de Schirea, bien sûr. Donc il faudra qu'il y en ait un des 3 hommes, des 3 autres, qui soit sacrifié. Mais de toute façon, l'écart actuel de 2 minutes 55 n'est pas assez conséquent. Et puis également, sur les derniers renseignements que nous a donné Jean-Paul, un petit calcul, le couple, disons, enfin le duo Perron-Montéour a perdu 10 secondes dans ce 8 km à peu près par rapport au peloton. Et voilà l'attaque de Meinert, Jean. Voilà Peter Meinert, le Danois, qui vient d'attaquer. C'était effectivement la seule solution, car le groupe de tête avait très nettement ralenti son action et il n'y avait qu'une solution, soit accélérer pour relancer l'allure de ce groupe, soit tenter de partir seul, ce qu'a essayé de faire le Danois Peter Meinert, ce qui a provoqué une réaction immédiate des 3 hommes, de Brignoli, de Schirea et de Frédéric Pontier, qui s'accrochent, vous voyez, pour recoller à ce groupe de tête. Jean-Paul. Ça descend à nouveau, puisque maintenant le dernier écart nous donne 1 minute 25 avec les deux coureurs intercalés et 2,30 avec le groupe Jalabert. 2,30. Nous sommes à 29 km de l'arrivée. C'est étonnant que Brignoli soit allé rechercher Meinert, puisque c'est Schirea, en l'occurrence, ici, là, le 38, hein, qui ne roule pas. Normalement, on devrait laisser Schirea s'échiner à courir derrière chaque échappée, derrière chaque attaquant, pour pouvoir mieux le contrer ensuite. Alors les écarts. Voilà donc les derniers écarts. Montéour-Perron à 1,24 et le groupe de Laurent Jalabert à 2,29, à 29 km de l'arrivée. Je pense que ce sera nettement insuffisant. Ah bah. Disons que si devant ils persistent et derrière ils insistent, ça sera tout à fait insuffisant. Et derrière, on se rend compte que effectivement ils insistent. Hein. Beaucoup de motivation pour l'équipe Lotto. Il est vrai que lorsque l'on vient de remporter une étape, on est évidemment, enfin lorsqu'un coéquipier vient de remporter une étape, on est extrêmement motivé. Hier, Schmil sera Snellissen aujourd'hui. En tout cas, les hommes de Lotto y croient beaucoup. Ce qui fait d'ailleurs le bonheur de l'équipe Once, qui peut se reposer un petit moment. Voilà Stéphane Javalet que vous découvrez, le directeur sportif de la formation Aubervilliers Peugeot 93. Il fait un excellent travail, Stéphane Javalet.
avec des moyens beaucoup plus limités que ce que l'on appelle les équipes de première division, les grandes équipes, comme on le sait, comme Banesto, comme Gann. Il a donc des moyens insuffisants, mais il fait un gros travail de recrutement, de formation, permet à de jeunes amateurs de passer professionnels pour 2 ans, ce qui leur permet de s'aguerrir. C'est un excellent travail, il ne faut surtout pas oublier ce travail accompli également par les mutuelles de Seine-et-Marne, l'équipe d'Yvon Sanquer, qui ont un vrai rôle, entre guillemets, d'école de futurs bons professionnels. Hein, Bernard ? Une petite remarque, Jean-René, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, c'était Dubois qui était l'adjoint de Javalet qui suivait Pontier. Et maintenant, c'est Stéphane Javalet qui est venu lui-même derrière. Vous avez vu que c'était Javalet qui parlait. Il y a eu un changement de directeur sportif. Voilà Scott Sunderland, qui est l'un des coureurs australiens du peloton. Coureur de la formation Lotto. Mapei, Lotto, Mapei, ce sont eux qui ont pris les affaires en main. Oui, là, ça devient franchement dangereux pour les hommes de tête. Ça devient presque impossible parce qu'il y a plusieurs équipes qui vont maintenant lancer la chasse. Le peloton va rouler maintenant très très vite. Voilà Bart Lessen qui avait gagné l'an dernier l'une des épreuves belges, en l'occurrence le Grand Prix de Wallonie. Bart Lessen dont le frère est décédé l'an dernier. Et toujours les coureurs de la formation Mapei. Lessen, Bowman, Della Santa. Alors le peloton roule à l'initiative des coureurs de la formation Mapei, des coureurs de la formation Lotto, et ce doit entraîner bien évidemment une diminution des écarts. Confirmation sur la moto Jean-Paul Olivier. Exactement, 1 minute 20 secondes pour les hommes intercalés et 2 minutes, il n'y a plus que 2 minutes d'avance pour les échappés sur le groupe Jalabert, 2 minutes. Ah, le duo Mantéour-Perron perd beaucoup de terrain puisqu'il maintenant il y a seulement 40 secondes d'avance sur le peloton. Regardez dans le groupe de tête, il y a des cassures comme ça qui se produisent. Et à partir du moment où il y a un des quatre qui ne roule pas. Regardez, il y a une discussion d'ailleurs entre Peter Meinert et Brignoli. Meinert qui doit être étonné que ce soit Brignoli qui soit allé le chercher tout à l'heure lorsqu'il a attaqué. Ouais. Ah, ça va être la fin pour les hommes de tête. Il faut recommencer ce qu'avait fait Meinert. Il faut qu'ils essaient d'attaquer chacun leur tour. Et encore, ce n'est pas gagné d'avance parce que le peloton roule maintenant très très fort. Le célèbre ardoisier qui vient indiquer aux coureurs les écarts que nous vous donnions il y a un instant. Et les 4 hommes de tête se rendent compte que leur avantage fond et que la perspective de gagner cette étape, la 7e de Paris-Nice, est en train de s'envoler. Maintenant que Chirea sent que le peloton va revenir, eh bien, il commence à prendre la tête. Parce qu'il a envie que le peloton ne les rejoigne qu'à quelques encablures. Le mieux, le fin du fin pour un peloton, c'est de rejoindre les échappés sous la flamme rouge. Parce que ceci évite les contre-attaques avant la flamme rouge. Si le peloton rejoint ici, par exemple, à 10 km de l'arrivée, il y aura certainement des contre-attaques. Et comme les équipes de sprinters viennent de fournir un effort en roulant, plus difficile pour contrôler la course. Alors que si l'on rejoint les échappés à la flamme rouge, il n'y a pratiquement pas de contre-attaque auparavant. Et à ce moment-là, le sprint est parti et tout se déroule comme il l'avait espéré. Alors c'est la 5e fois que Paris-Nice, l'arrivée d'une étape de Paris-Nice sera jugée à Antibes. Alors pour l'histoire, car le cyclisme c'est aussi une histoire,
En 1952, le premier était Dolatz devant Decaux. En 1966, Jacques Anquetil. En 67, Desvages. Et en 1968, José Samyn. Voilà les 4 coureurs. Et il faut noter que Antibes avait été ville départ du chrono individuel du dernier jour en 67 et en 68. Cela, bien sûr, c'est pour l'histoire. Alors que nous avons vu les derniers écarts et que vous avez eu la confirmation. Regardez Stéphane Javalet avec ses lunettes de soleil et ses cheveux longs. Évidemment, le coureur s'entretient avec le directeur sportif. Le directeur sportif veut savoir comment se situe son coureur et c'est toujours très difficile. Alors que nous retombons aussi sur les deux hommes intercalés. Montéour et Péronne. Deux hommes intercalés très généreux dans l'effort. Erwan Montéour qui, rappelons-le, était en Belgique l'an dernier. Il était passé professionnel dans une équipe belge, Célico. Et il regrettait, Erwan Montéour, lui qui était l'un des meilleurs amateurs français auparavant, il regrettait de ne pas suffisamment courir. Et il a été très content d'intégrer l'équipe Aki. Et il espère pouvoir cette année donner la pleine mesure de son talent. Alors que l'on voit là en action Andrea Péronne, beaucoup de générosité entre les deux coureurs. Vous voyez apparaître le classement UCI. Rappelons bien sûr que ce que l'on appelle le classement UTI, l'UCI, l'Union cycliste internationale, c'est tout simplement l'équivalent pour le tennis du classement ATP, l'association des joueurs de tennis professionnels, et que ce classement en fait indique la position du coureur dans la hiérarchie mondiale. Et actuellement, le numéro 1, c'est bien sûr Laurent Jalabert. Alors, un regard au cœur de la course, Jean-Paul Olivier sur notre moto. Prendre à nouveau les écarts, Jean-René. 1 minute 05 et 1,50. Voilà les deux écarts. Et nous sommes maintenant à 23 km de l'arrivée. 23. Une 0,5 à 23 km de l'arrivée, c'est même une 50 sur le peloton. Ça n'est pas assez. Ça ne sera pas assez, d'autant plus que nous l'avons répété. Les équipes de Sprinter ont aujourd'hui pratiquement leur dernière chance de pouvoir remporter une étape. Et ils l'ont tous très bien compris. Malheureusement pour les 4 hommes, mais il faut dire aussi que ces 4-là, les 4 échappés actuels, n'avaient pas assez d'envie d'aller à l'avant, de rester à l'avant jusqu'au bout. Alors il faut préciser qu'il y aura demain 2 étapes pour terminer donc ce Paris-Nice. Une étape matinale dont le départ sera donné d'Antibes et cette étape se déroulera dans l'arrière-pays niçois avec le départ entre Nice et Antibes et arrivée à Nice. Cette étape totalisera 71 km 500. Elle se disputera donc demain matin dimanche. Et puis, demain après-midi, la conclusion avec un contre-la-montre individuel de 19 km 500 qui se disputera entre Antibes, Juan-les-Pins et Nice avec arrivée à hauteur du monument du centenaire. Ce sera un contre-la-montre le long de la Méditerranée, le long de la côte. Ce sera superbe, ce sera une bataille d'hommes forts. Alors bien évidemment, ces 2 étapes, vous les verrez sur France Télévisions, en l'occurrence sur France 3. Demain après-midi, nous vous proposerons tout d'abord un résumé de l'étape du matin et ensuite de vivre en direct, bien évidemment, le contre-la-montre, dernière étape de ce Paris-Nice. Et puis, autre rendez-vous, demain soir dans Stade 2, Laurent Jalabert sera en direct avec nous, ici à Nice, au terme de ce Stade 2. Et Erwan Montéour. Petit geste de Montéour pour se décontracter les cuisses. Ouais. Alors Montéour qui ne rechigne pas au travail. Ces deux-là s'entendent vraiment très très bien. Rignoli, Chirea, Meinert, Pontier. Alors Jean-Paul Olivier, est-ce que vous avez de nouveaux écarts? Oui,
les écarts qui s'amenuisent. 35 secondes et 1,45. Oui, confirmation. Les chiffres que vous nous donnez confirment en fait l'impression visuelle que nous avons en regardant notre écran de contrôle. Avec d'une part les hommes de tête, où il n'y a plus une entente parfaite dans ce groupe de tête. Et cela se paye très très vite au niveau du temps. Et ce peloton, regardez comme le peloton s'est allongé. Peloton terrible en termes cyclistes, Bernard Thévenet. On appelle ça visser tout simplement. Cela veut dire mettre la poignée ou visser, c'est-à-dire comme enfin pour faire le parallèle avec une moto. Oui. Et on peut dire que ça roule très très vite. Alors j'ai un petit peu de peine pour Montéour et Perron, parce que ces deux coureurs vont rejoindre la tête, ils vont être très contents, ça donne le moral en disant ça y est, donc on va plus vite que les premiers, on les a rattrapés, on va très vite, on va bien, et puis après ils vont savoir que le peloton finalement n'est qu'à les 50 secondes derrière eux, et que ce peloton joue un peu au chat à la souris avec eux. Le peloton va rester comme ça un bon moment, et puis sur la fin il va fondre sur les hommes. C'est la loi, la tactique doit être faite comme ça, c'est la meilleure façon pour pouvoir bien emmener les sprinters en vue de l'arrivée. Vous avez vu la manière en tête de ce peloton dont les coureurs de l'équipe Peloto se relaient. C'était extrêmement spectaculaire, c'est l'image que nous proposait Jean-Marc Lénoret, coureur de l'équipe Peloto qui roulait très très vite, probablement dans cette partie, dans ce faux plat descendant. Ils étaient probablement à ce moment-là à 58-60 à l'heure. Et vous avez vu comment le coureur de tête, en l'occurrence Scott Sunderland, s'est écarté comme si c'était un relais sur piste. C'était vraiment très spectaculaire pour laisser la place à son équipier qui enchaînait immédiatement. C'est du très bon travail dans cette équipe Lotto que dirige Jean-Luc Van den Broek. Jean-Luc Van den Broek qui a gagné Paris-Nice. Eh bien, il y a 20 ans. Eh oui, ça va vite, hein? Ah, ça passe vite. Ça passe vite. Maintenant, ce sont les coureurs de la formation Mapei. Vous voyez cette descente à 7%. Un rythme est extrêmement soutenu dans le peloton. La chaussée n'est pas mouillée, pas glissante. C'est important pour les conditions de course, alors que le ciel, vous le voyez, est toujours gris. Que dans la partie finale, le vent devrait être favorable. En plus, la chaussée est assez large ici, donc elle permet une bonne organisation du peloton, en fait, au moins d'un grand groupe. Ah, il y en a Frédéric Pontier. Frédéric Pontier qui est parti, c'est bien joué. Frédéric Pontier qui a été renseigné régulièrement par Stéphane Javalet, qui a dû lire avec beaucoup d'attention les chiffres indiqués tout à l'heure par Ladoisier. Il joue son va-tout. Il est 36e du classement général à 16 minutes 07. Il ne représente pas Frédéric Pontier de danger immédiat. Il joue son va-tout et il s'en va à moins de 20 km de l'arrivée. C'est bien joué. On sent là que Frédéric Pontier donne véritablement, Bernard, tout ce qu'il a. Ouais, il est déhanché. C'était très difficile pour lui. Là, il se fait vraiment mal. Il va vraiment chercher dans les profondeurs de son être pour sortir toute l'énergie dont il a besoin pour pouvoir se projeter à l'avant. Et rester à l'avant, on espère simplement que oui, les trois hommes ne semblent pas très bien s'entendre derrière. Frédéric Pontier a attaqué malgré la présence de Chirea dans sa roue. Ouais, bien, et Chirea n'a pas voulu faire l'effort de continuer. Il a cru que Ménert allait y aller lui aussi. Finalement, ça a fait le bonheur de Fred Pontier. Alors il faudra maintenant, c'est un grand problème pour Frédéric Pontier, parce qu'il faut creuser un petit peu l'écart par rapport à ses trois poursuivants pour que ceux-ci n'aient pas envie de poursuivre. Alors que regardez, ce sont Andrea Perron et Erwan Montéour qui vont être repris. Regardez Andrea Perron, juste derrière lui, il y a le peloton qui roule très vite, toujours emmené par les coureurs de la formation Mapei. 16 km de l'arrivée. Nous sommes dans la partie finale, la partie la plus rapide de cette 7e étape, Saint-Tropez.
département du Var, Antibes, département des Alpes-Maritimes, 2 départements traversés à l'occasion de cette étape du samedi. Regardez la belle allure de Frédéric Pontier. Descente rapide. Belle course de Pontier. Alors maintenant, il y a une petite descente. Il faut que Pontier récupère un petit peu dans cette descente parce qu'il a fait un effort terrible, extraordinaire pour pouvoir s'extirper de ce groupe de 4. Il y a une chute. Oh là là, terrible. La chute. Oh, il y a une chute dans le peloton qui descendait très très vite. Une chute dans ce peloton. Une chute terrible. Vous voyez que tout de suite, les coureurs du peloton ont ralenti. Regardez le coureur de la formation Lotto qui menait et qui s'est arrêté. Voilà, nous allons pas voir que ce soit très grave. Hein. Au ralenti, il y a ce bas-côté, il y a cette roche sur le bas-côté. Oh, il y a 3 coureurs, je crois. Ils ne sont pas tombés. Il y avait un parapet là, en pierre. Ils ne sont pas tombés au-dessus. Hein. Ils ont tapé dans le parapet, mais ils ne sont pas tombés. Ils sont arrivés un petit peu trop vite. Ils ont fait un tout droit. Ouais, c'est un virage qui est... virage à gauche. Attention, c'est un virage qui est très difficile. C'est des ambiotes, hein, je crois. Ouais. C'est un virage qui est très difficile parce qu'il se referme énormément. C'est tout à fait une épingle. Pontier a été repris. Hein. Pendant que nous revoyons, que nous avons revu bien évidemment au ralenti cette chute, Pontier a été repris et il recommence. Ah, le cœur, regardez, le voilà reparti. Il avait été rejoint par ses 3 compagnons d'échappée, à savoir Brignoli, Chirea et le Danois Peter Menner. Eh bien, il a essayé de repartir, Frédéric Pontier. Beaucoup de générosité dans l'effort. Très, très beau comportement. C'est véritablement très bien. Il illustre parfaitement la vocation des formations style Aubervilliers. Former des coureurs, leur donner l'envie d'attaquer, leur donner l'envie de faire ce métier difficile de coureur cycliste professionnel. Et regardez un garçon comme Liliane Le Breton, était l'an dernier avec eux. Et bien maintenant, il est dans la formation Festina, dirigé par Bruno Roussel et dont le leader est Richard Virenque. Donc dès qu'il y a un bon coureur dans ces équipes dites promotionnelles, il trouve obligatoirement l'opportunité de franchir le niveau supérieur et d'aller dans une équipe de première division. C'est très bien. Ce qui est dommage bien évidemment, c'est qu'il n'y ait pas en France, outre l'équipe Gann, 2 ou 3 autres équipes de première division. Et c'est ça le regret du cyclisme français. C'est ça la faiblesse actuelle du cyclisme professionnel. Alors que c'est Abraham Olano. Regardez, eh bien écoutez, c'est la première fois. J'ai suivi entièrement Paris-Nice depuis le départ de Châteauroux dimanche dernier. C'est la première fois que je le vois en tête du peloton. Regardez bien l'image là. Mais c'est plutôt de bon augure. Ça veut dire qu'il marche de mieux en mieux au fil des jours, hein, qu'il s'améliore. Ça ne sera pas la dernière fois. Oui, ça c'est sûr. Et voilà. Pas qu'il a été médaille d'argent du championnat du monde contre la montre également. Oui, en Colombie. C'est donc normal de le retrouver en tant que rouleur. Et puis c'est aussi la philosophie moderne du cyclisme. Hein. Ce garçon est champion du monde. S'il y a une étape à remporter, s'il y a du travail à faire pour ses coéquipiers, eh bien Olano, tout en étant champion du monde et sachant qu'il ne peut pas encore remporter d'étape ici à Paris-Nice, eh bien il se met au service de l'équipe. Alors qu'il commence à tomber des gouttes de pluie sur la route, mais aussi dans la zone d'arrivée. Il y a du vent, quelques gouttes de pluie. Est-il besoin de vous rappeler que après ce direct sur la 7e étape de Paris-Nice, eh bien tout à l'heure, bien sûr, vous verrez en direct sur France 2, commenté par Pierre Salviac et Pierre Albaladejo, le match de rugby du tournoi des 5 Nations, Pays de Galles-France. Il y aura aussi, bien sûr, dans l'après-midi, le tiercé. Grand après-midi, sport sur France 2. Et demain soir, rappelons-le, demain après-midi, le rendez-vous, le final de Paris-Nice sur France 3. Et dans le Stade 2 avec Pierre Sled à partir de 17h45. Invité en direct, Laurent Jalabert. On revoit. Regardez Olano. On retrouve Olano. On a dû le vexer là. Non, c'est un très lent, un très bon coureur, Abraham Olano. On n'attendait pas beaucoup l'an dernier au championnat du monde. On pensait qu'il n'était pas assez bon grimpeur sur le circuit de Duitama. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, hein, alors que les 4 hommes de tête sont toujours ensemble.
et qu'ils, vous voyez, ils sont au bord de la Méditerranée que vous découvrez là au premier plan. Puisque l'arrivée est jugée au Cap d'Antibes. Alors, ce qui est intéressant dans 24 secondes, ouais, malheureusement, ça fait peu. Ce qui est intéressant dans la démarche d'Abraham Olano, c'est la suite de la saison et son comportement aujourd'hui. Car aujourd'hui, bien qu'il soit champion du monde et bien sûr l'une des stars du cyclisme mondial, il n'hésite pas à se transformer en équipier en tête de ce peloton pour favoriser les dessins du sprinter Tom Steele ou pourquoi pas de Frank Van Den Broek. Donc Olano se met au service de la collectivité car il sait qu'il ne peut pas en ce moment revendiquer cette place de leader. Et en faisant cela, mais bien évidemment, il marque des points auprès de ses équipiers qui ne peuvent qu'apprécier ce comportement et qui ne l'oublieront pas dans 3-4 mois quand il faudra rouler dans le Tour d'Italie ou dans le Tour de France. Et puis, en même temps, ça l'oblige à travailler, ça l'oblige à travailler à son seuil, c'est-à-dire à la limite de ses possibilités. Donc pour lui, c'est également une sorte d'entraînement en même temps. Voilà, il est dommage que la pluie arrive un tout petit peu avant les coureurs. Ceci va rendre le circuit final un peu dangereux. Il y a quelques virages avant la ligne d'arrivée qui risquent de se révéler dangereux si les coureurs passent très très vite, et on peut être sûr qu'ils vont passer extrêmement vite. Alors, reprécisons que les coureurs auront le vent favorable dans le final sur le bord de mer. Toujours les 4 hommes de tête. Brignoli, Chirea, les 2 Italiens, Peter Meinhardt, le Danois, Frédéric Pontier, le Français. Ils ont maintenant 20 secondes d'avance sur un peloton que l'on aperçoit grâce à cette image de nos amis caméramans de la SFP. On a vu dans cette longue ligne droite la tête du peloton. Ils se retournent. Ils viennent de constater des dégâts. C'est en l'occurrence Mario Chirea qui s'est retourné et qui s'est rendu compte que malheureusement il n'y aurait rien à faire. Là, une botte de paille est tombée une botte de paille au milieu du peloton. Oh mais oui, on le voit là-bas. Oh oui, vous voyez, ce sont des bottes de paille qui sont mises. Il me semble qu'il y en a une qui a été accrochée par un coureur et qui a été projetée au milieu du peloton. Qu'est-ce que c'est dangereux. Voilà, maintenant on revient Il faut se méfier de beaucoup de choses là. Toutes ces bandes blanches aussi, dès qu'il commence à pleuvoir, ça devient des parties extrêmement glissantes. Et Dieu sait s'il y en a là, des bandes blanches, dans tous les sens. Maintenant, il y en a partout sur les routes, comme il y a des ronds-points également, et qui créent des... C'est vrai que ça crée des dangers pour les coureurs cyclistes, mais bon, ces dangers existent, disons, ils ont le mérite souvent d'être signalés. C'est un petit peu comme dans les descentes, comme dans le virage qu'on a vu tout à l'heure, c'est au coureur de choisir son risque, au moins ses prises de risque, 12 savoir bien les secondes. calculer. Une poignée de secondes. Et toujours les coureurs de la formation Lotto et les coureurs de la formation Mapei qui emmènent ce peloton très étiré. Peloton au sein duquel, bien sûr, figure le maillot blanc, Laurent Jalabert. Laurent Jalabert qui hier est tombé à 65 km de l'arrivée, qui a quand même fait le sprint. Il a terminé 5e hier dans le port de Saint-Tropez. Alors aujourd'hui, que va-t-il faire? On peut imaginer que peut-être Laurent Jalabert va rester sur la réserve, car demain il y a 2 étapes. L'étape dans l'arrière-pays niçois le matin, le contre-la-montre après-midi. Voilà, regardez la jonction. Voilà Frédéric Pontier qui est le premier coureur de tête repris par le peloton. Et là encore, un virage avec cet idiot directionnel, avec... il faut vraiment être vigilant. Il faut ouvrir l'œil, hein. Il faut faire très très attention. Mais la plupart du temps, les coureurs connaissent assez bien les dangers de la route. Mais évidemment, tout le monde prend le risque presque à son maximum. Et il y a des moments, eh bien, on dépasse la limite. Le peloton emmené par Peter Farezin. C'est un guerrier. Scott Sunderland maintenant. Voilà, Scott Sunderland qui s'écarte. Regardez en 3e position le maillot de champion du monde de l'Espagnol Abraham Olano. Et regardez aussi le monde qu'il y a sur le bord de la route. Josette Lelio et la société Monde 6 qui organise ce Paris-Nice peuvent être heureux car ce fut, regardez le monde qu'il y a. Depuis le départ de Châteauroux, il y a eu des dizaines de milliers de spectateurs. Et bien évidemment,
tous les regards convergeaient vers Laurent Jalabert, qui est devenu une grande vedette véritablement en France, une grande vedette populaire dans le sens le plus noble du terme. Les gens aiment Jalabert car c'est un garçon attentif, prévenant, qui passe du temps, il va vers les gens, il signe des autographes, il pose pour une photo. C'est vraiment un garçon qui se révèle extrêmement disponible. Dans ce comportement-là aussi, Laurent Jalabert est exemplaire. Un type bien, vraiment un type bien. Et en plus, c'est le meilleur coureur de la planète, ne l'oublions pas. C'est vraiment un garçon très très bien. Une chance formidable pour le cyclisme français d'avoir un leader de cette nature. Voilà les coureurs qui sont dans Antibes, qui se dirigent vers le Cap. Qui vont faire le tour du Cap d'Antibes. Oui. Qui vont donc passer à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée. Ils vont s'éloigner un petit peu et revenir à toute allure ici. Voilà, ça roule très très vite. Hein. Très belle image du hélicoptère. Ce peloton très étiré. Alors dans Abraham Olano, regardez toujours. Dans ce tour du Cap d'Antibes, environ à 5 km de l'arrivée, il y a une petite côte. Et Olano qui est quand même en condition assez bonne, hein, parce qu'ici nous sommes dans un petit faux plat et à l'allure où roule le peloton, il vient de s'écarter. Pas donné à tout le monde de rester devant. Effectivement, il n'est pas resté très longtemps, mais il a eu le mérite d'y être. Voilà, vous apercevez le maillot blanc de Laurent Jalabert dans les 10 premiers du peloton. C'est marrant, regardez, ils sont intercalés. L'auto m'appelle, l'auto m'appelle. C'est marrant ça. Ouais. Moins de 7 km de l'arrivée de cette 7e étape. Depuis le départ de Châteauroux, Moncassin a gagné au sprint à Saint-Amand. Nélissen a gagné au sprint en côte à Aubusson. Laurent Jalabert a gagné à Chelvignac et à Millau. Ensuite, il y a eu Stefano Casagranda, ce jeune Italien de moins de 23 ans très prometteur. Hier, Andrej Millet devant Chris Borban. Il y a beaucoup d'équipes. Quand on énumère comme ça là les vainqueurs depuis le début de la semaine, on se rend compte que sur les 19 équipes, il y en a 16 qui n'ont pas gagné d'étape. Alors ça donne des ambitions ou des regrets. Et il en reste 3, il y en a une, on sait pratiquement qui va la gagner. Il n'y reste plus beaucoup de chances de se distinguer. Alors il faut préciser qu'il y a en même temps que Paris-Nice Tirreno Adriatico qui se déroule. Alors la première étape a été gagnée par Léo Van Bonn qui va très très vite, qui se révèle un des routiers sprinteurs les plus rapides. La deuxième étape a été gagnée par une vieille connaissance, Jamolin Abou-Chaparov. Et la troisième étape par Fabiano Fontanelli qui avait gagné en début de saison en France et qui continue sur la même trajectoire. Et au classement général de Tirreno Adriatico, c'est Fontanelli qui est premier. Canegonda est deuxième et Massy troisième. Mais c'est intéressant de parler de tout ça parce que dans une semaine, nous serons à Milan-San Remo et tout le monde va se retrouver pour Milan-San Remo, que vous verrez sur France 2 bien sûr samedi prochain. Et il paraît, Jean-René, qu'à Tirreno Adriatico, on a énormément parlé de Paris-Nice et de Jalabert. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est une interrogation, on a beaucoup parlé de l'arrivée à Chalvignac et au Causse Noire. Ça a beaucoup fait parler en Italie. Et dans une semaine, Milan-San Remo, la première épreuve de la Coupe du Monde, sur France 2, bien sûr, samedi prochain après-midi. Et le dernier vainqueur de Milan-San Remo, tout comme le dernier vainqueur de Paris-Nice, s'appelle Laurent Jalabert. Et justement, c'est bien de le faire remarquer, Jean-René, parce qu'il existe actuellement une polémique pour savoir quelle est la meilleure préparation, quel est le meilleur moyen de faire un bon Milan-San Remo, d'arriver en excellente forme. Est-ce que c'est de faire Tirreno Adriatico ou Paris-Nice? Alors il semble que sur ces dernières années, eh bien, ce sont les vainqueurs de Milan-San Remo sortaient de Paris-Nice. Voilà, les coureurs de l'équipe Lotto sont redescendus très légèrement en tête de ce peloton. On aperçoit, regardez-le là, légèrement au milieu de la chaussée, en 5e position, le maillot de champion de Belgique de Wilfried Nélissen. Il a fait très grosse impression l'autre jour, Wilfried Nélissen, à Aubusson, parce que l'arrivée était jugée au sommet d'une côte d'1 kilomètre. Et on ne pensait pas obligatoirement que c'était le meilleur terrain pour Wilfried Nélissen. Eh bien, il s'est révélé ce jour-là aussi très très fort dans une arrivée en côte telle que celle-là. Ouais, c'est un coureur extrêmement puissant, Nélissen. Peut-être que l'arrivée aujourd'hui, qui est vraiment très très plate, l'avantagera un petit peu moins. Style, c'est Cipollini, ont peut-être un peu plus de chance. Mais le sprint sera de toute façon très difficile. Il y a beaucoup d'hommes qui vont extrêmement vite ici. Il y a Moncassin aussi.
Il y a beaucoup de... Finir Lars Paris-Nice dans les étapes de plat, terminer dans les 5-6 premiers, c'est déjà un exploit, il faut aller extrêmement vite pour cela. Nous sommes ici dans le tour du Cap d'Antibes, un petit peu plus de 5 km de l'arrivée. Un peu plus loin, il y a un virage à gauche aussi qui est très accentué. Il est un petit peu en montée, donc bah, le voici. Il est un petit peu en montée, là, il y a une montée qui dure 300 mètres environ. Qui fera mal aux jambes, mais je ne pense pas qu'elle provoque d'écart parce que le peloton roule déjà très vite et pour sortir ce sera très difficile. Nelissen est très bien placé pour le moment, mais Cipollini est dans sa roue, je crois. Regardez, gros travail de nouveau des coureurs de l'équipe Lotto. Moins de 4 km de l'arrivée. À quelques minutes de l'arrivée de cette 7e étape, beaucoup d'incertitudes après cette longue échappée menée par Peter Meinert, Chirea, Brignoli et le jeune français Frédéric Pontier qui ont été rejoints à moins de 10 km de l'arrivée. Beaucoup d'incertitudes et peut-être un sprint massif au terme de cette 7e étape. Alors, il y a deux coureurs là qui viennent de sortir en tête de ce peloton. C'est un coureur de la formation Télécom qui a réussi à sortir. Peut-être Michael Anderson. Non, c'est Brian Holm. Brian Holm, le Danois. Regardez, Brian Holm, le Danois, qui est en tête en compagnie de Roberto Petito. Brian Holm, le Danois, qui en fait s'appelait, souvenons-nous, Sorensen. Et pour ne pas qu'il y ait de confusion avec Rolf Sorensen, eh bien, il a pris un pseudo, en l'occurrence Holm. Et Holm et Petito viennent d'être rejoints par 5 autres coureurs. Et il y a une petite cassure. Regardez le peloton qui apparaît maintenant dans le virage. Donc Brian Holm qui fait l'effort. Il a été champion du Danemark. Il ne reçoit pas beaucoup de renforts de la part de ses compagnons d'échappée. Et c'est probablement ce qui risque d'ailleurs de condamner. Ah, il va y avoir une contre-attaque sur la droite de la route. Voilà, une attaque sur la droite de la route. Schmille, non? André Schmille, c'est lui, c'est André Schmille qui a gagné l'étape hier de Saint-Tropez. Alors là, stratégiquement, l'équipe Lotto en fait joue deux cartes. Le démarrage de loin de Schmille et le sprint de Nelissen. Cela dit, c'est pas bête, parce que le démarrage d'André Schmille oblige les autres à travailler. Oui, à courir 2 lièvres à la fois. Et oui, il faut se méfier. Tire souvent au milieu. Enfin, pour l'expliquer, oui, non, mais effectivement, c'était. Puis enfin, Schmille a montré hier qu'il était en excellente condition physique. Et il peut très bien tenter. Il y a un petit ralentissement et ça va revenir. Ça va, oulala, ça va arriver très très vite. Et il pleut actuellement, la chaussée est mouillée. Ouais, il pleut, nouvelle attaque en tête de ce peloton. Coureur d'Aki. Coureur de la formation Aki. Formation Monégasque qui joue presque chez eux là. Peloton très très étiré qui roule très très vite. La Méditerranée sur la droite de la route. Et Didier Rousse dans sa roue, je crois. Oui, c'est Didier Rousse. Il marche très bien en ce moment, hein, Didier Rousse. C'est fait une excellente saison, un excellent début de saison. C'est Didier Rousse qui a gagné une étape du Tour de Valence. Et c'est Lance Armstrong. Lance Armstrong dont je vous disais tout à l'heure qu'il était deuxième du classement par points, ce qui veut dire qu'il porte le maillot vert du classement par points. Car normalement c'est Jalabert qui doit le porter, mais comme il a le maillot blanc du classement général, il ne peut pas bien sûr porter deux maillots distinctifs différents. Donc Lance Armstrong avec dans sa roue Didier Rousse. Lance Armstrong qui est toujours en première position. Lance Armstrong qui est deuxième, rappelons-le, du classement général à 47 secondes. Ça arrive vraiment très très vite. Oui, et regardez, Laurent Jalabert est actuellement en deuxième position, Bernard. Oui, mais il pleut et je suis de plus en plus inquiet parce que la chaussée va être un peu glissante. C'est déjà très dangereux. Au centre de la route, là, Laurent Jalabert,
pour le reconnaître, mesdames et messieurs. C'est très simple, Laurent n'a pas de maillot jaune, il a ce maillot tout blanc. Regardez là, vous le voyez faire l'effort le long de la chaussée. Laurent Jalabert qui se trouve en deuxième position. C'est Stéphane Goubert qui est parti. Stéphane Goubert, le jeune coureur français de la formation Festina. Nelissen en troisième position. Nelissen avec le maillot de champion de Belgique en troisième position. Frédéric Moncassin que l'on voit avec le maillot de l'équipe Gann, juste derrière Wilfried Nelissen. Cipollini également. Il y a là également Mario Cipollini. Voilà le sprint extrêmement disputé et la victoire pour Emmanuel Magnin. C'est Emmanuel Magnin, il y a eu Stéphane Goubert, puis Emmanuel Magnin, et c'est Emmanuel Magnin. Nous allons revoir très vite, avant de rendre l'antenne à Paris, pour suivre bien évidemment cet après-midi le match Galles-France. Attendez, je veux... Moi que ce soit Boscardine, non? Attendez, que l'on revoie. Non, c'est Boscardine. C'est Bruno Boscardine. Bruno Boscardine, deuxième Nelissen. Vous avez raison. Et juste derrière, on voit là Frédéric Moncassin. Voilà donc Bruno Boscardine de la formation Festina, vainqueur de cette étape, la 7e au classement général. Laurent Jalabert est toujours premier. Laurent Jalabert avec 48 secondes d'avance sur Lance Armstrong. Demain, 2 étapes. Demain matin, une première étape dans l'arrière-pays niçois. Et l'après-midi, le contre-la-montre traditionnel. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi avec nous en direct la 7e étape de Paris-Nice. Lionel Chamoulot, je pense que nous allons retrouver à Paris. Exactement, Jean.